Bonjour à tous, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui pour un live extrêmement spécial parce que je suis sur l'ultime de la Banque Populaire. Alors qu'est-ce qu'un ultime? Où est-ce qu'on est? Qu'est-ce qu'on fait? Vous inquiétez pas, on va prendre le temps de parler de tout ça. Déjà, bonjour à tous. Déjà, je vois vos messages dans le chat, ça fait extrêmement plaisir de vous voir. Salut tous les habitués. Alors c'est un live un petit peu spécial. Vous allez découvrir la voile, vous allez découvrir la classe ultime, vous allez découvrir la Transat Café L'Or. Et ouais, le reporter, écoutez, on travaille quand même. On travaille, on essaye de faire les choses dans de très bonnes conditions. Bonjour, je vois tous vos messages, ça fait extrêmement plaisir. Écoutez, on a essayé de vous faire vraiment quelque chose de cool avec le Team Banque Populaire pour vous faire découvrir un petit peu tout ça. C'est vraiment exceptionnel. Salut tout le monde et merci, j'ai vu qu'il y a des petits subs qui avaient été pris. Priorité quand même au contenu, même si je vous remercie énormément pour les subs qui sont pris, bien évidemment. Alors déjà, qu'est-ce qu'on fait? Regarde où on est déjà, quand même. Alors ça donne énormément envie de sauter là tout de suite hein, sur le trampoline. On est sur un ultime. Alors un ultime, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est tout simplement les plus gros voiliers de course qui existent. Vous avez des annonces dans le chat aussi pour vous donner quelques informations supplémentaires. C'est un bateau multicoque de 23 mètres avec donc de 23 mètres de large et 32 mètres de long. Donc c'est d'énormes machines. Et à chaque fois, c'est un peu frustrant parce que j'ai déjà fait du contenu avec le Team Banque Populaire. Je ne peux pas vous montrer en image la taille que c'est réellement, mais c'est absolument énorme. Alors, qu'est-ce que la Transat Café L'Or? C'est une course au large. Nous, on se dédie à la classe ultime, donc c'est les énormes bateaux aux dimensions que je vous ai données juste avant. La course, c'est partir donc du Havre et d'aller jusqu'à la Martinique. On estime à peu près que c'est 6200 milles nautiques pour ceux qui connaissent les distances. Et il passe 2 fois l'équateur et 2 fois le poteau noir. Et on va voir après, quand on interviewera les skippers, qu'est-ce que le poteau noir et pourquoi c'est un endroit stratégique pour cette course-là. On estime la course à environ 12 jours. Donc c'est quand même énorme. Et pour avoir fait 30 minutes dedans, dans des conditions de course, il y a de ça 3 semaines, c'est absolument terrifiant comme c'est dur et physique. Et on va en parler un petit peu de tout ça avec les skippers juste après. D'ailleurs, on peut parler peut-être déjà de ce qu'il y a comme équipement dans le bateau. Et on va vous balancer pas mal de petites vidéos pour vous donner des informations supplémentaires. Et on peut aller du coup sur la première vidéo, que vous puissiez découvrir un petit peu tout ça, tout simplement. Je n'y connais rien, je découvre tout. Tu as à peu près tout ce qui permet de faire fonctionner le bateau. Donc le volant qui nous permet de diriger le bateau. Là, tu vois, il y a pas mal de bouts, de cordages. Chaque couleur correspond à une fonctionnalité. Et les cordages ont plutôt tendance à être attribués au réglage des voiles. Me servir du winch qui est ici, faire plusieurs tours. Eh bien, je vais me servir de ce qu'on appelle les colonnes de winch. J'actionne un bouton. Ah oui, d'accord. Tu vois que là, eh ben, tu arrives à tirer sur ton bout et en fait, à la fin, tu sors tout à l'heure, tu verras qu'on peut tourner le mât. Tout à l'heure, elle va bouger, tu vois. Ah oui, ok. Voilà. Incroyable. Donc Okay. tu vois ici, j'ai un espèce d'aiguillage. Là, je monte la dérive, là, je descends la dérive. Sauf qu'à la différence de tout à l'heure, où tout à l'heure, tu appuyais sur un bouton noir, là, tu vas appuyer sur le bouton rouge. Okay. Et en gros, quand tu vas tourner les manivelles, ça va faire tourner une pompe qui va distribuer de l'huile. Et bien là, tu vas monter et descendre la dérive. On a une lecture d'information en pourcentage. 0 étant le maximum haut, 100% étant le maximum bas. C'est vachement comme une écurie de F1 par exemple. C'est de la télémétrie, donc F1 ou d'autres sports mécaniques. Hein. Tu as des données très classiques quelque part, comme on a un angle de vent, une vitesse de vent, une direction du vent. Tout ça, c'est des éléments émanant d'une centrale de navigation classique. Eh ben, je vous propose de jeter un œil dedans. Allez. Donc le coin table à carte, navigation, c'est vraiment un espace clé. Donc là, on voit tout simplement la cartographie. Donc c'est là où nous sommes en ce moment. Donc c'est au port de Lorient. C'est ce qu'on appelle un fichier GRIP. En gros, c'est des flèches
qui nous donne l'orientation du vent, mais surtout la prévision à venir. Et tu vois en temps réel ce que devraient être les conditions. C'est pas une mesure, c'est une prévision. Oui. Le logiciel va définir une route optimum. À moi de m'y tenir ou pas. Maintenant, sur plusieurs jours, il est évident entre la météo que tu prends aujourd'hui, sur 5-6 jours, et il commence à y avoir un peu de dispersion, un peu d'erreur potentielle. En gros, toutes les 6 heures, tu es capable d'aller chercher un nouveau fichier météo. Après, ici, j'ai une petite cuisinette, donc ça suffit largement. Hein. La nourriture est conditionnée dans des petits sacs individuels. En gros, un sac, c'est une journée. Ici, on est capable d'aller chercher de l'eau. Alors, on a un désalinisateur à bord. Donc, le désalinisateur, lui, fonctionne de façon électrique. On a, en cas de pépin, à l'échelle de tour du monde, des désalinisateurs qui fonctionnent manuellement. Donc, avec ça, tu es capable de t'alimenter. Ici, tu te reposes. Chacun son tour. Donc, c'est le principe de la bannette chaude. Après, quand on est en équipage à plusieurs, nous, on dort à l'intérieur. Donc, à l'intérieur, on a 3 couchages. On navigue en général 6 personnes. En gros, toutes les 3 heures, on change. Et donc, ceux qui étaient sur le pont passent au repos et inversement, ceux qui dormaient passent à la manœuvre. Le principe, c'est quelle que soit la manœuvre, le changement de voile, le changement de trajectoire, c'est tout le monde sur le pont. Donc, voilà à peu près le fonctionnement global du bateau dans la zone protégée, carénée, qui est espace de vie cockpit. Voilà. Mais autrement, tu vis là, hein, tu vis ici. C'est trop cool. Franchement, je t'en prie. Extrêmement intéressant. Merci. Alors l'équipe Banque Populaire est composée de Armel Lecléache et Sébastien Josse, qui sont 2 grands skippers. Pour vous faire un petit peu le palmarès de cette équipe, Armel, c'est une légende, tout simplement. C'est vainqueur du Vendée Globe 2016-2017. Il a quasiment tout gagné en IMOCA. Alors en IMOCA, qu'est-ce que c'est? C'est un monocoque. D'ailleurs, là, on est sur des maxi trimarans. C'est des multicoques. Il est surnommé le chacal parce qu'on dit qu'il ne lâche rien. Et d'ailleurs, on lui posera peut-être une petite question à ce sujet-là. Pourquoi le chacal? Pourquoi spécifiquement ça? Et d'ailleurs, je crois que même dans la cellule de vie, on a un petit peu une référence au chacal. Sébastien Josse, c'est 2 fois vainqueur de la Transat Café l'Or. Donc, c'est la course sur laquelle qui part ce week-end, donc ce dimanche. Il est directeur sportif du team Banque Populaire et il est aussi co-skipper. C'est un marin qui connaît extrêmement bien ces bateaux-là parce que ça fait un moment qu'il est sur la classe ultime. Il est finisher du Vendée Globe, course aussi exceptionnelle. Donc ça en dit long sur le palmarès de ces deux-là. On va pouvoir les interviewer juste après. Ça va être, je pense, hyper enrichissant. Et salut, je vois un petit peu tous vos messages. Bonjour. Je vois qu'il y en a qui arrivent encore un petit peu à ce moment-là. Ça fait plaisir. Mais j'espère en tout cas que vous allez pouvoir découvrir quelques petits trucs vraiment très bien parce que croyez-moi, c'est toujours hyper cool. Sachez que d'ailleurs, vous allez pouvoir sur ce live gagner des full pack Virtual Regatta, donc qui est un jeu pour faire les mêmes courses tout simplement que les skippers, mais derrière vos ordinateurs. C'est moins fatigant, je vous le conçois, mais il faut quand même réfléchir. Et un full pack, c'est très utile là-dedans. Donc restez connectés parce qu'à la fin du live, on vous fera gagner un petit peu tout ça. Il y a donc 4 classes qui partent à la Transat Café l'Or. Là, nous sommes donc sur les plus gros bateaux. J'aimerais bien juste témoigner, juste expliquer un petit peu ce qui s'est passé la dernière fois que j'ai pu monter sur ce bateau. Donc pour ceux qui ne le savent pas, j'ai déjà navigué dessus, ce qui est déjà une chance énorme. Très peu de gens ont l'occasion de le faire. J'ai déjà navigué dessus, c'est des bateaux qui volent. Alors oui, comme ça peut paraître bizarre, mais il y a toute une technologie avec ce qu'on appelle notamment les foils. Dès que tu prends une certaine vitesse, le bateau a tendance à se décoller et ça évite aussi d'avoir beaucoup de résistance dans l'eau. Donc c'est vraiment des machines. Et j'adore aussi le rapport notamment à la data qu'on verra un petit peu plus tard. Mais il y a un truc très intéressant aussi, c'est quand on part 12 jours, quand on part 1 mois, quand on est en solo, en duo, comment on mange? Eh bien, on va voir ça avec l'avitaillement parce que croyez-moi, c'est quelque chose de très particulier. Bonjour, je suis avec Angélique. Angélique, quel est votre rôle dans l'équipe? Alors mon rôle dans l'équipe, bonjour à tous, c'est d'être responsable de la logistique et de la RSE, ce qui implique entre autres de préparer les sacs d'avitaillement pour les skippers qui partent. Alors, en quoi ça consiste exactement? Alors quand ils partent comme ça, en l'occurrence il doit être 2 à bord pendant 12 jours, je prépare des sacs. Ce qu'on appelle des sacs journaliers, c'est-à-dire que ce sac-là contient 24 heures de nourriture. Donc à l'intérieur du sac, en fait, vous avez principalement déjà des plats, ce qu'on appelle des plats apertisés. Donc ce sont des plats stérilisés et mis en sachet. Juste pour la petite info, on utilise les plats lyophilisés quand on a des vraies contraintes de poids, notamment sur des courses en équipage ou des courses longues, le tour du monde par exemple. On va faire attention au poids embarqué, 2 repas complets, donc les encas,
Alors on a par exemple des soupes chinoises ou des pâtes chinoises, ça c'est les petits encas de la nuit, ça réchauffe, ça fait du bien. Des petits biscuits salés, des granolas ou des choses comme ça pour le petit déjeuner à grignoter. Des pommes potes, ça donne un petit coup de sucre, des barres énergétiques, mais aussi des encas salés comme de la viande séchée ou des boîtes de sardines. L'apport calorique, il est calculé, c'est quelque chose qui est anticipé ou c'est vraiment... On estime, je crois que c'est entre 4000 calories dépensées par jour. Donc voilà, on essaye quand même d'avoir ces apports-là en suffisance. Ils les réchauffent et ils les mettent dans des boîtes comme ça, isothermes, ce qui leur permet en fait de conserver leur plat au chaud. Si toutefois ils seront interrompus pendant une manœuvre, hop, j'utilise des petits couverts en titane, là encore pour des histoires de poids. La fameuse, avec le petit couteau là. Mais j'imagine là par contre en termes de quantité, quand on est sur un équipage beaucoup plus complet, parce que là c'est en duo, la Transat Café L'Or pour le coup, mais quand il y a beaucoup de monde, ça va faire aussi beaucoup de matière à emporter. Ah bah tout à fait, alors là effectivement sur une Transat Café L'Or à l'aller, donc pour Armel et Sébastien, on va avoir l'équivalent de chacun un sac, 12 sacs. En revanche, donc, pour l'avitaillement retour, donc quand ils vont faire la Martinique jusqu'à Lorient, ils seront 6 à bord sur 10 jours, donc effectivement on est à 65. Super, merci beaucoup pour toutes les infos. Alors, il y a pas mal de points qu'on va pouvoir voir avec les skippers. J'ai préparé bien sûr quelques petites questions, mais vous, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat parce que je vous vois les amis, je vois Moued, je vois Papa Zoulou, je vois Sivel, je vois Lio bien sûr, je vois Jérém. Donc n'hésitez pas à poser vos questions aux skippers lorsqu'on ira les rencontrer. Sachez que le plus jeune skipper sur la classe ultime a 39 ans. On va pouvoir poser aussi des questions à ce sujet-là parce que je trouve que c'est vraiment extrêmement intéressant. Je vous ai parlé tout à l'heure de data. Il y a énormément de data. Déjà, peut-être qu'on peut le voir juste ici. Il y a des data même à l'extérieur du bateau parce que quand on barre, bien sûr, on voit cet endroit-là et ils ont des data absolument partout. C'est un rapport, comment dire, aux data à quelque chose que je pourrais apparenter un petit peu à de la Formule 1 pour ceux à qui ça parle. Il y a énormément de données, les machines sont étudiées, tout est optimisé pour la performance et ça, c'est absolument génial. L'ultime, j'ai navigué dessus, mais j'ai pu un petit peu aussi le tester sur un navigateur. Tu peux nous donner les dimensions des bateaux? Bien sûr, Fred. C'est 23 mètres de large et 32 mètres de long. Donc c'est vraiment, genre, rendez-vous compte, hein, juste qu'on puisse comparer ma taille avec ça, c'est le foil. Et le foil, il va jusque sous l'eau, c'est une hélice d'avion littéralement. Ça, c'est énorme. Hein. Et le mât, qu'on pourra peut-être pas montrer correctement, mais le mât qui est juste là, c'est 38 mètres de haut. Est-ce que tu peux monter, peut-être montrer un petit peu la taille du truc? Ça, c'est 38 mètres. Donc, je vous jure qu'on ne se rend pas compte de la taille que ça peut faire. C'est vraiment, je vous jure, et ça, c'est un des trucs les plus impressionnants. Et ça, malheureusement, je vous jure, on ne comprend pas, on ne voit pas quand on est sur une vidéo, sur un truc, la taille que ça fait. Et le plus impressionnant, le plus gros choc que j'ai pris, c'est quand ils avaient ouvert la grand voile et c'est 400 mètres carrés de voile. Enfin, je ne sais pas si on se rend compte, c'est à peu près la moitié de mon appartement quand même. Vous imaginez? Enfin, peut-être que vous imaginez pas, mais moi en tout cas, j'imagine très bien. Et ça, c'est voilà, de vrais bateaux de course. Le rapport à la data, on en a parlé un petit peu et j'ai même pu piloter ces machines sur un simulateur. Vous allez pouvoir découvrir tout ça aussi encore sur une petite capsule vidéo. Et ensuite, on passe avec les skippers. Et toutes vos questions, préparez-les bien sûr. Alors je suis avec Clément. Clément, quel est ton rôle dans l'équipe? Je suis responsable de la performance. Je m'occupe de l'analyse de données et de la performance du bateau. Donc pour ça, on a en fait à bord 200 capteurs, donc des capteurs en tout genre. Est-ce que c'est toi qui définis donc si on atteint tel niveau de données, ça peut être un problème, du coup ça déclenche une alarme? Exactement. Ouais. Là par exemple, des nouveaux foils, donc j'ai passé pas mal de temps à analyser le comportement de ces nouveaux foils et surtout quels vont être les nouveaux réglages optimum de ce foil. Et un des outils qui nous a permis de faire cette bascule, on va en parler tout à l'heure, c'est le simulateur qui est ici. Donc là, tu vois, donc là, je ne l'ai pas mis en route. On a un modèle numérique du bateau que je peux donc lancer dans un état de mer donné avec une certaine force de vent. Et donc là, le bateau navigue comme dans la vie réelle, quoi. On peut donc lancer plein de runs, soit qui se font manuellement, c'est-à-dire que là, avec le volant et le clavier, je peux régler le réglage des voiles, le réglage des foils, des safrans, etc. Tous les réglages principaux du bord, je les ai là. Moi, mon métier, c'est de faire en sorte que les skippers, ils partent en mer
avec la meilleure connaissance possible du bateau et comment atteindre ce potentiel avec les bons réglages au bon moment. La flèche verte, c'est toutes les différentes forces. Ouais, exactement. J'imagine que c'est la portance créée Exactement. par... C'est ça exactement ça, tu vois. Ok. On peut regarder les appendices par en dessous, on Ouais. voit même comment ils se déforment sous l'effet des pressions hydrodynamiques. Ouais. Tu veux essayer de barrer? Ah ouais, carrément. Carrément. Tu tiens le volant? Ouais, C'est je parti. tiens. Ah oui, d'accord, il y a un peu de résistance. Ah, il y a un retour de force en fonction de ce que est censé voir le safran. Là, on reste dans ces eaux-là. Attention. Voilà. Là, c'est pas mal, tu vois, là t'es à 32 nœuds, c'est bien, 58. Je vais juste tourner un peu, je vais t'aider un peu à faire décoller le bateau. Là, donc si ça augmente, là, il faut que tu l'offres, c'est-à-dire qu'il faut que tu tournes vers la gauche. Oh là, attends, j'ai trop fait là. Hop, Ah oui, voilà, d'accord. hop, voilà. Ok, on fait un petit peu Voilà. n'importe quoi. Non, ça va. C'est là la force des skippers qui sont sur nos bateaux, c'est qu'ils ont ils ont l'expérience, la force mentale et physique pour rester lucide en toutes circonstances. Et ça, c'est impressionnant. Chez Armel, c'est particulièrement impressionnant. Ouais. L'expérience aussi. Ouais, putain, c'est ce qui m'a le plus marqué en naviguant avec lui, c'est sa capacité à rester toujours en pleine possession de ses moyens, jamais s'énerver, lucidité, 100%, c'est même dans des conditions un peu compliquées, tu vois. Ce que je trouve assez dingue, c'est aussi, il peut y avoir un impact, il peut y avoir un impact d'un truc qui dysfonctionne, ou Ouais. et devoir adapter, parce que tu adaptes toutes tes manœuvres, j'imagine, après quand tu as des trucs comme ça, ou en tout cas une grande partie. Ouais, Ça, tout en étant fatigué, je me dis, Ouais. c'était super intéressant, donc merci beaucoup. C'était trop bien. Alors nous sommes avec Armel et Seb et on va pouvoir du coup poser toutes les questions qu'on avait parce que je vous ai un petit peu présenté tout à l'heure quand même quand j'étais juste dehors. Qu'est-ce qu'on fait là quand on est dans les derniers jours? Quels sont les derniers réglages? Quelles sont un petit peu vos missions à quelques jours de ce départ? Nos missions en ce moment, c'est plutôt de ne pas être au bateau. On est plutôt sollicité pour des rendez-vous presse, rendez-vous sponsors. Demain, on a un briefing sécurité avec l'organisation, avec tous les coureurs, qui est obligatoire. On va refaire un peu le tour sur les gestes à bien faire en cas de pépin à bord du bateau, si jamais on doit être élutreuillé, enfin voilà, les scénarios un peu catastrophes. Et puis on va se concentrer un peu sur la météo aussi pour le départ. Bien sûr, c'est un petit peu ça le dernier truc finalement, c'est la météo qui va déterminer les départs et pas mal de conditions de course sur les premiers jours. Il y a quoi comme outil notamment pour vous pour suivre un petit peu la météo pour le départ? On a une antenne satellite Starlink donc qui nous permet d'avoir une connexion internet, et puis après il y a des sites dédiés pour aller chercher des fichiers GRIB, des images satellites, des analyses, et donc ça c'est Armel qui va être en charge de collecter 4 fois par jour ces informations, les analyser et d'en définir une stratégie pour pouvoir anticiper les manœuvres et la route à suivre. Alors, moi je découvre un petit peu tout ce monde-là. J'ai navigué avec vous pour la première fois il y a quelques semaines. On parle d'un skipper et d'un co-skipper. Est-ce que il y a une sorte de hiérarchie? Comment ça fonctionne exactement quand on ne connaît pas? Non, il n'y a pas de hiérarchie, c'est-à-dire qu'on est tous les deux disponibles et prêts à faire toutes les manœuvres et tous les rôles du bateau. Alors c'est vrai qu'on s'est réparti quelques tâches. Moi je vais m'occuper plus de la météo, la stratégie. Sébastien il sera plus sur la performance, les réglages fins du bateau. Quand on fait des manœuvres, c'est plutôt Sébastien qui va à l'avant, déplacer la voile, et moi qui vais être derrière pour gérer un peu le cockpit. Mais après, on fait tout tous les deux. On va souvent se relayer finalement. On va souvent se croiser sur ce bateau pendant la course, parce que quand il y en a un qui est en veille pendant 2 heures ou 3 heures, l'autre il va aller se reposer, il va se faire un manger. Donc on va comme ça alterner pendant 12 jours. Dès qu'il y a une manœuvre importante, tous les deux on est à fond, parce que là c'est plus efficace à deux. Mais derrière, ça va être vraiment du relais. On dit souvent que le double, c'est du solitaire à deux. Voilà, c'est ce qu'on fait nous en solitaire. On a fait beaucoup de courses en solitaire. Et on va faire tout ça pendant 12 jours de mer. D'ailleurs, on sait, c'est quand même extrêmement physique. Enfin, en vrai, on ne le sait pas forcément d'ailleurs quand on est en dehors de ça. Je l'ai découvert il y a plusieurs semaines. Pour être totalement honnête, moi j'étais plutôt dans l'état d'esprit quand on ne connaît pas. Pour moi, c'est pas forcément des athlètes, voilà, ils sont avec une machine, etc. Bon, il m'a fallu 30 minutes pour comprendre que c'était une idée reçue vraiment mauvaise de ma part. D'ailleurs, comment on se prépare techniquement, physiquement pour ce genre d'événement? Parce que c'est extrêmement demandant, ça peut être long aussi. Il y a des conditions qui peuvent changer, donc il faut rester lucide. Même quand on était nombreux, il y a beaucoup de choses à faire. Comment on fait pour se préparer pour tout ça?
On se prépare tout au long de l'année, on fait beaucoup de sport cardio, on a des séances de natation 2 fois par semaine, il y a du renforcement musculaire, du gainage, voilà, c'est des sports d'endurance, et une manœuvre c'est entre 30 et 40 minutes, et puis on part à froid aussi, il y a cette faculté-là, c'est qu'il n'y a pas d'échauffement avant une manœuvre. Donc voilà, c'est quotidien. Enfin, il faut savoir, il faut être en forme et se maintenir surtout parce qu'on ne peut pas tricher avec les bateaux. Une fois qu'on est à bord, on n'est pas transporté par notre bateau, c'est nous qu'on est opérateur du bateau et on doit faire toutes les tâches une par une et ça peut être assez long. Enfin, ça peut représenter plusieurs heures de manivelle dans une journée. Alors, il y a une question du chat que je trouve intéressante. Est-ce qu'il y a un aspect préparation mentale aussi? Parce qu'on sait que c'est quelque chose qui est aussi hyper important dans cette discipline. On parlait de ton surnom notamment, qui peut faire référence un petit peu à ça. Est-ce qu'il y a de la préparation? Est-ce que l'équipe met quelque chose en place à ce niveau-là? Ou c'est vraiment l'expérience surtout qui crée tout ça? Alors, nous, on utilise plutôt l'expérience, le travail en équipe aussi, ce fonctionnement qu'on a depuis très longtemps chez Banque Populaire, qui va nous mettre dans les meilleures dispositions pour partir dimanche. L'idée, c'est d'avoir un programme de préparation technique, physique, météorologique, voilà, de cocher un peu toutes les cases les unes après les autres pour que le jour J, on soit prêt et on n'ait plus à se poser de questions. Mais après, effectivement, il y a d'autres marins, il y a des marins qui sont autour de coachs mentaux, de préparateurs qui vont les aider, notamment sur les courses en solitaire. C'est vrai que peut-être en double, c'est plus facile parce qu'on peut s'épauler l'un et l'autre. Quand on est tout seul, notamment quand on part faire un Vendée Globe, un tour du monde qui peut être très long, mentalement, on peut être soumis à rude épreuve. On peut, avant, préparer justement le côté mental, le côté solitude, la gestion des moments de stress avec un coach qui va un petit peu nous donner des clés pour réussir. Ok, on a parlé d'expérience juste avant. Le plus jeune skipper de la classe ultime, il a 39 ans. Au rugby, si on va jusqu'à 35 ans, 36 ans, c'est déjà pas mal. Il est plus vieux. Comment ça se fait? Et c'est justement, est-ce que c'est cette expérience finalement la meilleure arme dans ce type de course? Alors l'expérience, elle se construit. Un parcours de marin, c'est long parce qu'il faut apprendre à appréhender la vitesse. Un ultime, c'est un bateau qui vole, c'est un bateau instable, donc il faut commencer à faire du multicoque. Souvent, il peut y avoir des chavirages, justement dans cette expérience. Et voilà, c'est ça qui fait que c'est long. Et participer à des courses en solitaire, de savoir se gérer, gérer son matériel, ça c'est un travail de longue haleine et ça s'apprend pas en claquant des doigts. Il y a des éléments météo à analyser, un grain voilà, qui peut nous mettre en danger. C'est toujours de trouver la bonne limite et que ça soit humaine ou technique. Ce qu'il faut, c'est pas dépasser ses limites, pas avoir d'hallucinations et tout ça s'apprend sur le tas, voilà, en faisant des courses, la solitaire du Figaro, le Vendée Globe, la route du Rhum, et après on arrive à atteindre le Saint Graal qui est de naviguer sur un ultime, et naviguer en ultime en solitaire, c'est vraiment ce qui se fait de plus extrême et où tout l'état de l'art d'un marin de course au large s'applique. Très bien. Tout à l'heure, dans la présentation, on m'a mentionné le poteau noir. En quoi c'est un endroit stratégique? En quoi ça consiste tout simplement? Moi, on en a parlé, on m'a présenté ça, je me suis dit qu'on parlait du triangle des Bermudes, de tout ce qu'il y avait un petit peu autour. Là, il est franchi par 2 fois, si je ne dis pas de bêtises. Qu'est-ce que c'est, tout simplement? Alors le poteau noir, c'est un petit peu une zone un peu compliquée au niveau météo. Ça se situe un petit peu au nord de l'équateur, en gros entre les îles du Cap-Vert et l'équateur. Donc c'est un endroit où il fait très chaud. Il y a beaucoup de grains, de gros nuages, avec beaucoup de pluie et souvent pas beaucoup de vent, des vents qui sont très changeants. C'est vrai que pour nous les marins, c'est compliqué parce que la prévision météo, qui peut être très fiable quand on est ici en Atlantique, en Manche, là-bas, même les meilleurs modèles météo, ils ont du mal à analyser le vent, comment il va être orienté notamment. Et donc, il y a un côté un petit peu aléatoire. On essaie de regarder beaucoup les nuages. On surveille beaucoup les cartes satellites aussi, comment il évolue dans la journée, parce qu'il peut être très changeant. Donc, c'est un endroit assez compliqué. On essaie de trouver la meilleure porte d'entrée. Après, il faut le traverser. Ça prend plusieurs heures. Des fois, on peut rester coincé sous un nuage pendant quelques heures. Et là, quand il n'y a plus de vent, on ne peut plus faire grand-chose. Et on voit nos petits camarades, soit ils s'échappent, soit ils reviennent sur nous. C'est vrai que les ultimes, cette année, on a un parcours qui est plus long que les autres catégories parce qu'on va plus vite. Donc nous, on va franchir d'abord à l'aller en descendant vers l'équateur. Et puis au retour, quand on ira vers la Martinique, on va de nouveau le franchir dans l'autre sens. Donc c'est un endroit piège. Parce que là, pour le coup, la stratégie météo, elle va être un petit peu aléatoire. Il faudra un peu de réussite. Donc, il va falloir passer des heures un petit peu à surveiller ça. Et puis, on va espérer que ça se passe bien et qu'on ne perd pas trop de terrain. Alors là,
où on est exactement et quels sont un petit peu tous les équipements. En très bref, bien sûr, parce qu'il y a déjà eu un petit teaser, une petite vidéo à ce sujet-là, parce que c'est là que vous passez une grande partie de votre temps finalement. Je vais te demander à toi, Seb. Du coup, qu'est-ce que c'est ici? Qu'est-ce qu'on a un petit peu tout autour? Alors ici, c'est la zone de manœuvre qui s'appelle un cockpit. Donc c'est ici où on va monter les voiles, les rouler, les régler, monter, descendre les appendices, donc ces fameux foils. Alors en disant ça, c'est assez rapide, mais monter une voile, faire un changement de voile, c'est 45 minutes. Faire un virement de bord, c'est changer de direction, c'est 40 minutes. Et ça, c'est à deux. Donc quand on est armé et en solitaire, c'est encore plus long. Mais après, une fois que le bateau est en route, c'est l'endroit où on va gérer aussi la stabilité du bateau. C'est là où on va faire les réglages pour que le bateau reste à une altitude constante. Très bien. Et bon, on va pas tarder à terminer ensemble. Tout simplement, comment vous est venue la passion? Comment vous avez découvert finalement un petit peu la voile? Et quelle a été aussi peut-être l'envie que vous a donné de faire ça de manière compétitive? Bah, moi, j'ai la chance d'avoir. J'ai grandi en Bretagne, donc mes parents aimaient la voile. Pas forcément la compétition, mais nos vacances familiales, c'était sur un bateau. Donc, tout petit, déjà, j'ai été pris par le virus de la mer. Et après, je me suis lancé dans la voile tout jeune, en faisant de l'optimiste. Voilà, à l'école de voile, j'ai commencé par un petit bateau qui fait à peine 2 mètres de long. Et j'ai trouvé ça sympa de pouvoir diriger et d'être son propre. De prendre ses propres décisions. Et puis après, j'ai gravi les étapes les unes après les autres, voilà, step by step comme on dit. Avant d'arriver sur un ultime, comme a dit Sébastien, ça a pris du temps, ça a pris pas mal d'années, mais aujourd'hui je regrette pas d'être arrivé là où je suis. Ouais. Est-ce que vous avez déjà joué à Virtual Regatta, éventuellement? Oui. Ouais. Est-ce que c'est une manière de se préparer aussi d'éventuellement jouer au jeu ou pas du tout? C'est assez réaliste, hein, Virtual Regatta. Moi, j'ai fait une route du Rhum et j'avoue que je me suis pris au jeu. Je dormais plus la nuit, j'allais changer les caps, je faisais des routages. À un moment, j'ai dit stop parce que j'avais l'impression d'être en mer, mais bon, on a le confort de la maison. Voilà, mais c'est vrai qu'on a ce petit côté, on a les analyses météo, on a la trajectoire, les concurrents, et tout de suite, on sait qu'il y a des coups à pas rater. Donc, le petit côté compétiteur, il ressort, mais c'est hyper prenant. Eh bien, c'est parfait et on va s'en servir pour pouvoir lancer notamment le concours pour gagner des full packs Virtual Regatta. Vic, tu peux me dire quand est-ce que c'est bon. Vous avez juste à taper !, allez armer les Seb dans le chat et vous participez automatiquement au concours. On va en profiter juste pendant que les gens tapent le point d'interrogation directement dans le chat. Dernière question, où est-ce qu'on dort quand on est en mer tout simplement? Eh ben, tout simplement, juste devant toi, là, on a un matelas qui a été fait sur mesure. Je vais te montrer. Ouais. Donc, on rentre par ici. Voilà. Hop, je te prends le micro. Ouais, voilà. Et ici, on va venir chacun notre tour avec Sébastien se reposer pendant 2 heures ou 3 heures sur ce matelas qui est vraiment très confortable. Où, une fois qu'on est allongé, on est bien calé. On a même mis des petites épaulettes là, justement pour éviter de tomber. Parce que faut imaginer que ça bouge, hein, ça va très vite. Et puis une fois que les 2 heures sont passées, on réveille son petit camarade et on lui dit maintenant c'est à ton tour. Et c'est parti pour le relais. Moi je vous le dis, 30 minutes, ça m'avait largement suffi. Allez, mettez le point d'interrogation pour pouvoir gagner votre full pack Virtual Regatta les amis. Et pouvoir tenter aussi de faire votre aventure sur la Transat Café L'Or sur ces 10 à 14 jours d'ici. Ce serait très... Ce serait trop... 12 jours à peu près estimé, ouais, c'est ça? 12 jours à peu près, on va dire entre 11 et 13. Tout va dépendre de la météo, bien sûr. On ne la connaît pas encore, mais le temps moyen, c'est 12 jours. Et le record? Le record sur cette course, il n'existe pas parce que d'édition en édition, le parcours a changé, la destination a changé. Avant, on est allé au Brésil, en Colombie, on est allé aussi du côté du Costa Rica. Donc, il n'y a pas de temps défini. Par exemple, contrairement à la route du Rhum, ça a toujours été le même parcours. Le record l'année prochaine entre Saint-Malo et Pointe-à-Pitre, c'est un peu plus de 6 jours. Là, on va voir ce qu'on fera avec Sébastien. L'idée, c'est surtout d'arriver avant les autres. Oui, ça j'imagine, c'est l'objectif. J'imagine que c'est l'objectif principal. Est-ce que vous avez, du coup, tout le monde a participé, on va peut-être pouvoir faire le tirage, Vic. Est-ce que tu peux me dire si jamais qui est-ce qui parce qu'il y a 5 gagnants, hein, tu peux tirer 5 fois. Et tu pourras mettre les noms directement dans le chat, comme ça les gens seront au courant et on pourra s'occuper d'envoyer tout ce qu'il faut aux gens qui gagnent, tout simplement. Je regarde un petit peu. Est-ce que vous avez des questions aussi, éventuellement le chat en attendant le tirage? On peut en profiter comme ça, vous pouvez poser vos propres questions.
Je regarde moi si j'en avais éventuellement d'autres. Je regarde si j'en avais. Ah oui, bah, pourquoi éventuellement la Transat Café L'Or est spéciale pour vous, si elle est spéciale éventuellement. La Transat Café L'Or, c'est une course spéciale parce qu'elle est longue. Voilà, 12 jours, normalement une transatlantique pour un ultime, c'est entre 5 et 7 jours. Donc là, c'est 2 fois plus de temps. Elle est en double, donc ça permet aussi d'échanger et puis de fiabiliser le bateau. C'est des navigations comme ça de 12 jours, c'est quand même assez rare en ultime parce que là, on a un parcours qui est rallongé. Très bien, merci beaucoup. En tout cas, on va se rediriger peut-être un petit peu à l'extérieur histoire de conclure tout ça. On va mettre une petite pause juste le temps de ressortir. On va conclure tout ça, finir les tirages et puis voilà, j'espère en tout cas que les petites questions, etc. Si tu veux. Voilà, j'espère en tout cas que cette petite découverte vous aura plu. Les gagnants des Full Pack Virtual Regatta seront bien sûr contactés par l'équipe de modération qui vont me donner la liste. On vous contactera, donc ouvrez aussi vos chuchotements sur Twitch pour qu'on puisse vous envoyer un message privé. J'espère que la découverte vous aura plu les amis, parce que je me suis régalé à vous montrer tout ça, à vous montrer ce que j'ai moi-même découvert il y a quelques semaines. Ça commence dimanche. Si vous voulez suivre le team Banque Populaire sur cette Transat Café L'Or, vous pouvez aussi jouer la course sur Virtual Regatta. Bref, dis-moi un petit peu, comme ça je dise les gagnants directement, Vic. Eh bien, on a Morgane, on a Bicool, on a Piggy, on a Cerise et on a Lio pour les Full Pack Virtual Regatta. Merci encore, bien sûr, au Team Banque Populaire pour la confiance, pour ce live. Je me suis régalé à faire ça sur Twitch. J'espère aussi que vous avez aimé. Sachez que j'étais super content de voir quand j'en parlais en story ou quoi, tous les retours que j'ai pu avoir à ce sujet-là. Je sais que vous appréciez quand on découvre d'autres choses, quand on fait d'autres choses. Là, c'est complètement différent pour moi. Je partais de zéro. J'avais un seul cliché, c'est ouais, les mecs, ils sont tranquilles sur le bateau et puis c'est pas difficile. Alors que c'est pas du tout ça. J'espère vraiment que vous avez apprécié. Je vous souhaite une belle soirée. Merci encore au Team Banque Populaire. À la prochaine les amis, et on se retrouve nous en fin de semaine. Et merci aussi pour tous les messages que j'ai reçus par rapport à ce qui est sorti hier. On ne va pas en parler maintenant, mais c'était exceptionnel aussi de voir tout votre amour. Merci beaucoup. 2, 1.